Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours sur le chapitre 3.1.3.2 corps pur et mélange du programme BTS KIC 2. Et maintenant on va passer au point, je dirais important, pratiquement un des points les plus importants du chapitre. C'est maintenant un vrai diagramme binaire plus classique entre solide et liquide. Comme je vous ai dit, ce genre de diagramme binaire qu'on a vu dans la vidéo juste avant, elle existe pour les solides liquides, mais elle est rare. On a beaucoup plus souvent le diagramme binaire qu'on voit ici sur la gauche, qui dans ce cas est un exemple entre le plomb et l'étain. Non, l'antimoine, pardon. Oui, plomb antimoine. Et donc ça, c'est un mélange entre le plomb et l'antimoine. C'est un diagramme binaire typique entre deux solides et un liquide. C'est un diagramme où les deux composés sont miscibles à l'état liquide et non miscibles à l'état solide. C'est-à-dire que à l'état liquide, ils se mélangent, mais à l'état solide, ils ne se mélangent pas. Et c'est aussi un cas typique de céramique où on va avoir ce genre de diagramme entre, par exemple, une céramique et un fondant. Bon, qu'est-ce qu'on peut observer ici? Alors, déjà sur la gauche, on a ici du plomb pur. Sur la droite, on a l'antimoine pur. Le plomb pur, ici, va fondre à 327 degrés. L'antimoine pur fond à 631 degrés. Et on a une genre de ligne, ici à 247 degrés, qui ne correspond ni à l'un ni à l'autre. Et au milieu, là, on a, sur la gauche, un peu, on a un E majuscule, qui correspond à ce qu'on appelle l'eutectique. L'eutectique, qu'est-ce que c'est? C'est le point de température le plus bas où on a coexistence entre liquide et solide, mais aussi le point où le composé formé des deux solides se forme de façon proportionnelle. Bon, je vais essayer d'expliquer un peu plus en détail, je vais revenir après sur cette histoire de technique si c'est pas plus clair. Pour analyser cette courbe, on a fait ici 4 changements de température, 4 refroidissements à des compositions différentes. C'est la même chose qu'on a fait avant suivant la ligne noire, là on en fait 4 différents. Au grand A, ici on a du plomb pur. Donc qu'est-ce qui se passe avec du plomb pur? On descend en température. Quand on éteint la température auquel le plomb passe de liquide à solide, eh bien le plomb se solidifie. Et puis on redescend avec du plomb toujours solide. Ça correspond à la courbe grand A ici. La première partie de la courbe, on est du liquide, on descend en température. On atteint le plateau quand le plomb liquide devient du plomb solide. Ça se fait tout à la température de 327 degrés. Puis le plomb solide refroidit. Maintenant, et ça correspond ici en dessous à un cristal de plomb pur avec que du plomb partout. Maintenant, je vais sauter en fait à la courbe C, qui est une courbe qui correspond exactement à l'eutectique. Et on a un liquide dans les mêmes proportions que l'eutectique, le solide dans les mêmes proportions que l'eutectique. Voilà, tout est dans la même proportion de l'eutectique. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la courbe C? Le liquide va refroidir, il ne va pas devenir solide, jusqu'à atteindre 247 degrés, et c'est là où le liquide devient solide. Et quand il se transforme de liquide à solide, il passe de liquide à un solide des mêmes proportions qu'il avait en tant que liquide. Et donc, c'est la courbe C, où là on descend en température. Quand on atteint les 247 degrés, on a ici un liquide qui devient entièrement solide, dans les proportions qu'il avait avant de l'eutectique. Ça correspond au schéma C, où on a ici un cristal solide formé de décomposés plomb et antimoine dans les proportions de l'eutectique. Tout est uniforme, à nouveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'est ni aux extrêmes, ni dans l'eutectique? Par exemple, si on est en B, ici. Donc, B va descendre en température, et quand il touche la courbe du liquidus, la courbe noire au-dessus, là, on va commencer à former du solide. Mais quel genre de solide on va former? Pour ça, il faut voir quel solide peut exister à cette température.
Et on va faire comme avant, on va tracer un trait horizontal jusqu'à rencontrer une courbe. Ben, on n'en rencontre pas, mais on rencontre ici la limite du plomb solide, du plomb pur. Et en fait, c'est ça qui va se passer. C'est qu'on va avoir à ce point la première formation d'un cristal, qui est en fait un cristal de plomb pur. Donc on va avoir coexistence de plomb et de liquide. Donc, si on regarde ici, la température descend, et au premier point ici, où on touche la courbe de liquidus, on a maintenant l'apparition de plomb et de liquide. Et ce liquide, c'est un mélange de plomb et d'antimoine. Et donc, comme on a une apparition de cristaux formés de plomb pur, le liquide va s'appauvrir en plomb et progressivement partir vers la droite. Parce que vers la droite, il y a moins de plomb, c'est de l'antimoine. Et plus on s'appauvrit en plomb, parce qu'on est toujours en train de former que du plomb pur, on s'appauvrit en plomb, jusqu'à tomber sur le tectique. Et au moment où on est à l'eutectique, et bien là à nouveau on va solidifier en mettant autant de plomb et d'antimoine dans le solide qu'il y avait dans le liquide. Qu'est-ce que ça nous donne à la fin? Ça nous donne un solide qui a quelques gros cristaux de plomb, c'est ce qui était formé au début, et tout le reste dans les compositions de l'eutectique. Donc sur la droite grand B, on descend tout droit. Ici on rencontre le liquidus, on a formation de plomb solide. Puis les proportions du liquide sont telles qu'on peut former enfin du solide dans les proportions de l'eutectique. On en forme jusqu'à ce que tout le liquide soit devenu solide, puis la température descend. On va avoir quelque chose de similaire avec la courbe grand D, mais à l'inverse. Donc dans la courbe grand D, il y a cette fois-ci plus d'antimoine. On descend en température. Quand on touche la courbe de liquidus, c'est là où on va avoir cette fois-ci l'apparition des premiers cristaux d'antimoine, SB, qui se forment. Donc oui, c'est toujours le même principe, hein. On reprend la courbe, on trace une courbe, une droite horizontale, et on regarde qu'est-ce qu'on rencontre comme solidus. Ah oui, le solidus, hein, il remonte sur les bords en quelque sorte. Et ici donc, on rencontre l'antimoine pur. Donc, les premiers solides formés, pour une composition grand D, c'est des cristaux d'antimoine pur. Évidemment, cet antimoine pur va appauvrir le liquide en antimoine, il va y avoir de plus en plus de plomb, et donc cette composition va aller de plus en plus vers la gauche. Et donc on va descendre, jusqu'à atteindre le tectique. Et à cette proportion de plomb et d'antimoine, il va se solidifier dans les mêmes proportions solide que liquide. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Eh bien, on a toute une partie où on a formé de l'antimoine solide, c'est là les gris, les SB gris. Et une fois qu'on atteint le tectique, on forme du composé solide aux proportions de tectique. Sur la droite, là, on est de liquide qui refroidit. Une fois qu'on a atteint la courbe de liquidus, on a de l'antimoine solide qui se forme et toujours du liquide, qui va cette fois-ci s'enrichir en plomb, vu que c'est l'antimoine solide qui est formé. Quand on atteint la proportion de l'eutectique, là, on a cette fois-ci du solide dans les proportions de l'eutectique qui se forment, qui vont être les mêmes proportions que le liquide. Une fois que tout le liquide est devenu solide, on continue à descendre en température. Bon, si ça vous a paru compliqué, à nouveau, rassurez-vous, il n'y aura pas de questions notées là-dessus, il n'y aura pas d'examen non plus là-dessus. Mais ce que je veux que vous compreniez, que vous reteniez de cette partie, c'est déjà ce concept de, quand on mélange deux solides, on va souvent diminuer la température de fusion. C'est en fait tout le principe du fondant. On peut imaginer ici par exemple que SB c'est la céramique et PB c'est le fondant. Et donc au lieu d'avoir une céramique qui va fondre à, je sais pas moi, 2000 degrés, grâce au fondant, cette température peut être baissée, même être baissée beaucoup. Alors, selon la quantité de fondant qu'on va mettre, on ne va pas non plus en mettre des tartines infinies, mais au lieu d'avoir une céramique qui va fondre à haute température, ça va fondre beaucoup plus bas.
Pourquoi? Imaginez que vous avez mis 1/10 de fondant par exemple. Donc on est sur une courbe qui est encore plus à droite que le grand B. Mais on parle cette fois-ci d'une phase solide. Donc on part de quelque part en bas ici. On est en phase solide et on chauffe notre céramique dans le four avec son fondant. On chauffe, et en fait les premiers morceaux liquides qui vont se former, c'est dès qu'on rencontre cette courbe noire. C'est là où les premiers morceaux liquides sont formés. Ces morceaux liquides vont être à la composition de l'étectique entre votre céramique et votre fondant. Mais ce qui compte, c'est qu'on a déjà un liquide qui se forme à une température beaucoup plus basse que de la céramique solide. Imaginez ici, vous avez quelque chose comme 2500 et là c'est 1200. Donc une température beaucoup plus basse. Et vous avez déjà un liquide qui se forme. Et pour de la céramique, ce liquide va suffire. Parce que une céramique, il y a toujours une phase qui reste solide et une phase qui est au moins partiellement liquéfiée. Et donc ce liquide formé, ça suffit pour la liquéfaction. Et c'est ce liquide qui va en fait agglutiner les morceaux solides de céramique. Et donc l'addition d'un peu de fondant, pas grand chose, suffit à former une quantité de liquide correspondant. Évidemment, plus vous mettez de fondant, plus il y aura de liquide formé, et plus la céramique aura tendance à s'agglutiner. Vous pouvez avoir différentes proportions de fondant pour avoir différents types de céramique. Bon, ça c'est pour un autre chapitre. Mais pour ce chapitre, le concept qui est important à comprendre, c'est que même avec une toute petite proportion d'un deuxième solide, on arrive à créer un liquide à une température beaucoup plus basse que ce qu'il y aurait avec un solide seul ou pur, un corps pur. Un mélange va commencer à fondre à une température beaucoup plus basse qu'un corps pur. Et c'est valable entre autres pour la céramique. C'est pour ça que le fondant est tellement important, et sans fondant, les fours en céramique devraient monter à une température beaucoup plus élevée. Évidemment, oui, le fondant ne va pas faire fondre toute la céramique, mais c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut juste qu'il y ait une partie qui fond. Et donc ça suffit tout à fait. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Le reste du chapitre, c'est d'autres exemples de plus en plus complexes. Mais bon, on va en parler dans une prochaine vidéo. À bientôt.